Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cet entretien spécial avec l'une des plus importantes figures lorsqu'il s'agit de production et de création humoristique internationale, en particulier francophone. Grégoire Furer, bienvenue. Alors, il y a un peu plus de 30 ans de cela, vous vous êtes lancé un pari un peu fou, celui de créer le premier festival d'humour en Suisse. Ça s'appelle le Montreux Comedy Festival. Alors, ma première question, elle est un peu facile, mais en même temps difficile. Qu'est-ce que l'humour pour vous? Comment est-ce que vous définissez l'humour? Ouh là là, c'est une question simple. Non, mais l'humour, c'est d'abord très personnel. C'est ça qui est aussi à la fois merveilleux et à la fois difficile, parce que je pense que tout le monde rit différemment. Donc mais il y a des grands dénominateurs communs. Donc c'est ça que j'essaie de chercher. C'est ça qui me fascine, de voir qu'est-ce qui nous fait rire, nous deux, alors qu'on sait qu'à la base, on est différents et on n'aura pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Donc l'humour, c'est un art qui permet de ramener aussi les gens ensemble pour vivre des bons moments et partager des moments de joie. Ça, pour moi, c'est ça qui est très important. Et pour vous, l'humour est international. Je sais aussi que vous adorez voyager. Et comme tout bon globe-trotter qui se respecte, vous vous êtes lancé dans une quête afin de chercher l'humour aux quatre coins du monde, c'est ça? Je suis convaincu que l'humour est international, même si, comme je disais tout à l'heure, on rit pas de la même manière, dépendamment d'où on est né, d'où on vit, de la langue qu'on parle. Mais les grandes références, si on prend Charlie Chaplin aujourd'hui, Buster Keaton, Mr. Bean, Mr. sont Bean. des références communes à l'humanité. Et ça me fascine de penser on n'a pas encore découvert de nouveaux Mr. Bean ou de nouveaux Charlie Chaplin. Donc je cherche vraiment ça. Et puis je constate aussi que sur les réseaux sociaux, on voit que les gens se connectent de plus en plus. Et que si je prends la francophonie, par exemple, qui est quelque chose de merveilleux, on a des humoristes qui fonctionnent à Montréal, à Alger, à Paris, à Genève, au Burkina Faso, et il existe des dénominateurs communs. Donc moi, je préfère chercher ce qui nous rassemble que regarder ce qui nous divise. Et c'est d'ailleurs justement l'objet de votre présence ici en Algérie, parce qu'après 3 saisons du premier Montreux en Afrique subsaharienne, vous êtes là pour dénicher les talents algériens à travers tout le territoire et vous avez réussi, me semble. Mais je crois qu'on a, en tout cas, on a eu des succès parce que l'Algérie, c'était pour nous un pays qu'on regardait depuis longtemps. C'est un grand pays et l'Algérie a donné des humoristes incroyables qui nous inspirent en Europe. Je pense à Ramzi Bedia, qui est avec qui j'ai découvert l'Algérie en 2015. J'étais venu avec lui. Je pense à Nawel Madani, Redouane Bougueraba, enfin des gens qui aujourd'hui sont ce qu'on appelle les patrons de l'humour francophone. Et on regarde que même au Québec, il y a des artistes algériens qui font leur place, comme Reda Saoui, comme Adib Al-Khalibé. Donc on voit que l'humour algérien, et je parle même pas des grands anciens que vous connaissiez mieux que moi, mais il y a un humour algérien, c'est une évidence. Et c'est un humour qu'on aime partout sur la planète francophone. Donc on s'est dit, avec mes équipes, il y a forcément une relève en Algérie, il y a forcément des jeunes qui ont envie de faire cette carrière internationale d'humoriste. Donc on va aller les chercher. Et on est venu ici faire des castings. On était à Oran, à Constantine, à Alger. Et on a été absolument submergé par les demandes. On a eu 107 jeunes qui se sont inscrits. Et on a réuni 6 artistes pour la finale qu'on a fait à Alger cette semaine. Donc des gens qui venaient vraiment des différentes villes concernées. Et on est ravis d'ailleurs, la personne qui représentera l'Algérie au Festival de Montreux cette année vient de Constantine. C'est Inès, c'est une femme. Et on est ravis d'avoir découvert ce talent qui nous semble très prometteur. Et vous pensez que les jeunes ici en Algérie sont de plus en plus intéressés par le stand-up? Ah, c'est certain. Mais je dirais que cette tendance, elle est planétaire. Moi, je donne souvent des cours dans des écoles et souvent, quand je pose la question de savoir est-ce que dans la salle, il y a des gens qui rêvent d'être humoristes, il y a toujours 2-3 personnes qui lèvent la main. Donc, c'est quand même fou. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie d'utiliser le stand-up comme un art. Peut-être qu'il y a 20-30 ans, ils rêvaient de monter un groupe rock. Et aujourd'hui, on rêve de faire du stand-up. Je pense que c'est parce qu'on a aussi envie d'utiliser cette expression pour dire ce dont on a envie de dire sur la vie d'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une manière assez évidente de s'exprimer.
C'est aussi une manière peut-être de rompre avec les habitudes de ses parents, de ses Ouais. grands-parents. Mhm. Voilà, l'humour, c'est quelque chose finalement qui est un peu la manière de s'exprimer de la jeune génération. Donc oui, l'Algérie, qui est un pays extrêmement jeune, qui a une énergie folle, une énergie créatrice très folle, a évidemment envie de faire de l'humour, c'est sûr et certain. Et l'Algérie reste bien sûr une terre de comédie, l'histoire en est témoin. Pensez-vous justement que dans les moments difficiles, l'humour reste un vecteur des valeurs de paix et de vivre ensemble? C'est sûr et certain. Il y a une phrase anglaise qui a été dite par un grand humoriste qui dit "Comedy comes from pain". Donc Mhm. l'humour vient des situations difficiles. Donc bien sûr, l'humour est quelque chose qui s'exprime qui s'exprime dans les moments difficiles. C'est une manière pour moi, l'humour est une manière de traverser la vie aussi, que ce soit voilà, avec du deuxième degré, avec une relativiser ce qui nous arrive. Et c'est sûr qu'on est globalement dans une société globale qui est compliquée en ce moment. Voilà, avec les conflits géopolitiques, armés, problèmes économiques, enfin bref, on peut les citer et puis se mettre à déprimer. Ou alors Mhm. on peut regarder tout ça avec un peu de recul et puis de se dire que bon, bah, finalement, il y a aussi des choses positives et l'humour contribue beaucoup à ça. C'est aussi un moyen subtil de faire passer peut-être des messages politiques. Oui, bien sûr, c'est un outil. L'humour est un outil qui peut faire passer des messages dans tous les sens, bien sûr. Un outil ou une arme? Non, pour moi, c'est un outil, mais c'est vrai que c'est un outil qui permet justement la résilience. Mhm. Et les peuples algériens aussi, je crois, fait preuve de beaucoup d'humour dans son histoire. Et l'humour a permis aussi de traverser des moments difficiles. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'humour en Algérie et qu'il y a autant de grands humoristes algériens. Parce que ça a été nécessaire à un moment donné, comme ça l'est aujourd'hui en Afrique, par Oui. exemple. En Afrique subsaharienne, moi, je suis toujours étonné par le nombre d'humoristes qu'il y a dans des endroits qui sont difficiles parce que justement, ça permet d'aider à supporter la réalité qui parfois est difficile. Mais est-ce que vous croyez en la mondialisation de l'humour? Je crois à la mondialisation tout court parce qu'on est aujourd'hui interconnectés, qu'on le veuille ou non, même si évidemment on constate parfois en ce moment des phénomènes de repli que, à titre personnel, évidemment, je regrette Mhm. mais je pense qu'on n'arrête pas la marche du monde et que même s'il y a des soubresauts en ce moment, qu'il y a peut-être voilà, des tentatives de réorganiser les choses, je pense que la marche du monde va continuer avec ou sans nous. Et que la mondialisation, elle est là. Aujourd'hui, on a tous envie d'être connectés avec nos amis, voilà, à travers le monde. On a envie de découvrir des nouvelles cultures. Et l'humour, elle contribue à ça parce que ce que je constate avec l'humour, c'est que ça touche les jeunes. Et les jeunes, c'est l'avenir de la planète. Donc, moi, je suis toujours heureux de voir que l'art que je défends depuis 35 ans est l'art aujourd'hui de la jeunesse. Donc, je me dis que apparemment, dans 35 ans, moi, je serai plus là, mais l'humour sera toujours là. Donc, je pense que l'humour est vraiment l'art de la jeunesse. C'est extrêmement digital. Aujourd'hui, on voit bien que ce qu'on se partage sur les réseaux sociaux, c'est plutôt des moments d'humour, des moments d'humeur. Donc, c'est un art aussi qui embrasse complètement la modernité. Et puis, on voit aujourd'hui que avec les diasporas, avec les gens qui voyagent, moi, j'ai souvent des gens qui nous m'écrivent à l'autre bout du monde en me disant qu'ils ont aimé rigoler avec nos vidéos. Et c'est toujours étonnant de voir de là où ça vient. En fait, je m'attends pas forcément à ce que des gens du Japon, de Chine, je sais pas, du Brésil nous disent quand est-ce que vous venez faire Mon Premier Montreux chez nous. Donc c'est bien la preuve que ce monde il est interconnecté et ça va pas s'arrêter. Vous cumulez d'ailleurs plus de 6 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, différentes plateformes confondues. Diriez-vous que les réseaux sociaux ont été un tremplin pour le Montreux Comedy Festival? Ça a été absolument incroyable. À l'époque, quand j'ai démarré le Festival de Montreux, évidemment, les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc, Mhm. quand on avait la chance de faire un passage télé, c'était un peu une sorte de Graal. Mais la télévision, elle s'exprimait à un public totalement local. Et ça ne traversait pas les frontières. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on connecte notre communauté de partout sur la planète. Et donc, on a évidemment la possibilité de développer notre marque.
Quand on est arrivé ici en Algérie et qu'on a amené la marque Mon Premier Montreux, tout le monde connaissait Montreux. Donc ça a été très facile pour nous de rentrer ici. Certains partenaires, des sponsors, Rouiba notamment, qui est notre sponsor principal cette année, était extrêmement fier de s'associer à la marque Montreux en Algérie. Donc oui, les réseaux sociaux nous ont permis d'accélérer. Et puis aujourd'hui, on a 1,5 million de personnes qui regardent nos vidéos tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc ça fait plus de 500 millions par an. C'est donc une caisse de résonance incroyable. Montreux Comédie est le groupe. On est présent à Lille, on est présent à Nice, on est présent à Liège en Belgique, à Montréal, on est présent dans 14 villes en Afrique subsaharienne. On est présent en Algérie. Pour nous aujourd'hui, ça nous permet de connecter en fait, par exemple l'Algérie au monde entier à travers nos réseaux sociaux, et donc de donner aussi envie à tous les gens qui nous regardent de découvrir ce qui se fait en Algérie, et donc d'amener un coup de projecteur sur l'Algérie et de permettre aussi aux artistes algériens et aux artistes qu'on a découverts de se connecter avec le reste du monde. Donc sans les réseaux sociaux, tout ça serait pas possible. Donc les réseaux sociaux vous ont aidé à dénicher, j'imagine, certains talents. Justement, est-ce que c'est difficile aujourd'hui pour vous de trouver de bons humoristes? Non, absolument pas. C'est même beaucoup plus facile qu'avant. D'abord parce qu'il y a une formidable explosion des comédie clubs de partout. Nous, on le voit, en arrivant en Algérie, on a créé un mouvement. C'est-à-dire en allant chercher des jeunes à Constantine, à Oran, en les réunissant sur une scène. Je donne un exemple. À Oran, il y a un jeune qui s'appelle Fares, d'ailleurs, qui a été le gagnant arabophone de Mon Premier Montreux. Lui, il fait 5 heures de route pour aller au Comedy Club à Oran, une fois par semaine. Il dort au Comedy Club et il repart le lendemain à 5 heures de route. Donc, ce mouvement qu'on a créé est tellement puissant qu'aujourd'hui, des jeunes s'organisent entre eux pour créer des comédie clubs dans leur propre ville. Donc, c'est incroyable de voir que ce mouvement qui donc s'installe en Algérie, il est absolument planétaire. Il y a des comédie clubs qui naissent dans toutes les grandes villes. Donc, ça permet aux jeunes de jouer beaucoup, régulièrement, ce qui n'était pas le cas avant, et donc de s'améliorer énormément. Parce que dans l'humour, il n'y a pas de miracle. Il faut jouer devant du public pour s'améliorer. Donc plus vous jouez, plus vous êtes bon. Et on voit aujourd'hui des jeunes de 23, 24 ans, 22 ans, peut-être 26 ans, qui arrivent avec des numéros de 7-8 minutes, qui sont incroyablement puissants parce qu'ils ont été capables de les jouer 200 ou 300 fois dans l'année, des fois 2-3 fois par soir. Et donc, quand ils nous présentent leur numéro de 7 minutes, on est là, waouh, c'est parfait. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai commencé, ça mettait beaucoup plus de temps parce que déjà, le format de 7-8 minutes n'existait pas, il fallait faire un spectacle complet. Pour un spectacle complet, ça prend du temps. Et puis, lorsque vous créez votre premier spectacle à 25 ans, 26 ans, il n'est pas parfait. Donc, peut-être que la moitié du spectacle est pas mal, l'autre moitié est moins bonne. Et donc, forcément, ça met 5-6 ans pour réussir. Aujourd'hui, ça va très, très vite. Et on voit, et ça, c'est très agréable aussi, on voit que les humoristes commencent à bien gagner leur vie, les jeunes. Mais il y a des gens, par exemple, sans les citer, mais à Paris ou à Marseille, qui vivent de ça. Et vous participez aussi à leur formation? En Algérie, on a eu la chance incroyable d'avoir Farid Chamek qui nous a rejoints et qui a fait un travail absolument remarquable. On fait ça vraiment, c'est-à-dire qu'on dit aux jeunes, souvent les jeunes qu'on découvre sont des diamants bruts, un peu, avec soit une énergie, soit une personnalité, quelque chose d'absolument incroyable. Et on leur dit, ce diamant, il faut le travailler. C'est comme une pierre qui donne un diamant plus tard. À un moment donné, il faut le tailler, il faut le sertir, sinon ça reste une belle pierre. Mais là, en fait, ce qu'on veut, c'est que ça devienne des diamants. Et donc, il faut apprendre à fixer son texte, il faut apprendre des techniques de jeu, il faut aussi apprendre à gérer un écosystème avec des managers, avec des producteurs, avec les réseaux sociaux qui sont essentiels. Et donc, on donne à ces jeunes une formation et ça leur permet évidemment de gagner du temps dans le lancement de leur carrière. Il me doit de vous poser cette question parce que vous êtes un expert. Quelles sont, selon vous, les caractéristiques d'un bon humoriste? Surtout que vous étiez membre du jury de l'émission On ne demande qu'à en rire. Vous étiez assez sévère d'ailleurs. Mais quelles sont, selon vous, les caractéristiques? J'ai adoré d'ailleurs cette expérience d'être dans le jury. Les caractéristiques, ce qui distingue, je crois, l'humour de la musique, par exemple, c'est que l'humour, d'abord, ça part d'une personne. Vous pouvez pas apprendre à être humoriste. Même si, par exemple, quand on fait des masterclass, et voilà, avec ce qu'on a fait avec Farid Chamek cette semaine, par exemple, on peut donner des techniques, on peut donner les aider à, par exemple, dire, je sais pas, je prends un exemple, voilà, attention,
tel sketch est un peu trop proche d'un autre humoriste, donc faites attention d'être bien personnel, voilà, d'apprendre des techniques, aussi de se dire comment utiliser en fait son humour pour toucher le plus de public possible. Vous pouvez pas apprendre à être drôle. Vous êtes drôle, vous n'êtes pas drôle, et ça s'apprend pas. Par contre, c'est vrai que ce qui est aussi intéressant, c'est de partir d'une... Un humoriste doit partir il peut partir d'une colère, il peut partir d'une injustice, il peut partir d'un trait de sa personnalité, il peut partir je sais pas, d'un défaut physique qu'il a, et qui va en faire, en fait, il va l'utiliser, cette arme, en fait, qui est lui-même, en fait, pour faire rire, parce que lui, justement, il est unique dans sa personnalité. Donc c'est pour ça que, par exemple, on dit toujours que l'humour, c'est organique. Donc, tout ce qui est très important pour nous, c'est d'aller au contact des gens, d'aller les voir, d'aller rencontrer les humoristes. Et parfois, ça nous arrive de rencontrer un jeune et puis qui parle de quelque chose qui ne lui correspond pas du tout. Et on voit et on lui dit, mais c'est bizarre, en fait, ce que tu racontes n'est pas en lien avec qui tu es. Et il dit, ah, mais parce que je pensais que ça serait plus drôle si. On lui dit, non, oublie ça. Pars de qui tu es. Et puis c'est ça qui va être drôle, en fait. Et transcende, en fait, cette personnalité que tu es. J'imagine aussi qu'il faut être assez déterminé pour faire le métier d'humoriste, parce qu'on se pose la question, est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'il y a du profit? On imagine que économiquement parlant, ça peut être difficile des fois. Mais en fait, déjà, tout ce qu'on fait dans la vie, il faut être déterminé. Je pense qu'il n'y a pas un métier que vous faites dans votre vie voilà, sans être déterminé. Et puis dans le monde artistique, encore plus. Parce que c'est bien sûr plus difficile de s'imposer comme artiste, mais que ce soit musicien, humoriste, peintre. Voilà, moi, je ne connais pas une carrière d'artiste voilà, qui n'a pas été faite dans la détermination. Puis c'est bien aussi, parce que c'est vrai que des fois, beaucoup de jeunes nous disent ah pourquoi tu fais on leur dit pourquoi tu fais ce métier parce que je veux faire du cinéma, parce que je veux être riche. On leur dit je suis pas sûr que c'est une bonne raison en fait. Si tu veux être riche, va plutôt faire trader dans une banque mais si tu es humoriste, d'abord, c'est parce que tu as quelque chose à dire. Après, ce quelque chose à dire, il faut le travailler. Donc, ça prend du temps. Il faut trouver son clown. On parlait avant des hommes visuels. Il faut trouver aussi cette manière. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont nous suivre? Quelle manière que les gens vont nous aimer, en fait, et vont avoir envie d'être fans? Souvent, ça prend du temps avant de trouver vraiment qui on est. Et puis aujourd'hui, pour répondre à la question de l'argent, oui, l'humour est rentable. Bien sûr, l'humour est rentable parce que quand ça marche, vous remplissez des grandes salles, vous vendez beaucoup de billets et puis les entrées, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous faites de la télé, vous faites du cinéma, les sponsors viennent vers vous. Donc, bien sûr que c'est rentable, puis vous êtes tout seul a priori. Vous n'avez même pas un groupe à nourrir de musique avec vous et tout ça. Donc, bien sûr que c'est rentable. Mais comme toujours, il y a peut-être 5% des artistes qui arrivent vraiment au sommet. Et il y en a 95% qui n'y arrivent pas. Donc, il y a aussi un énorme tri. Donc, c'est pas rentable pour tout le monde. Voilà, même si beaucoup en vivent, mais maintenant, ça doit rester une passion. Il faut pas le faire pour l'argent, il faut le faire pour la passion. Et puis, pour y arriver, il faut maîtriser énormément de paramètres. Par exemple, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui prend énormément de temps aux artistes. Moi, beaucoup d'artistes me disent qu'ils passent la moitié de leur journée à gérer leurs réseaux sociaux. Et donc, il faut savoir le faire. Donc, parfois, très vite, ils s'entourent d'une équipe. Ce qui est d'ailleurs intéressant aussi pour un pays d'investir dans l'humour, parce que on voit bien que les humoristes deviennent très vite des petites startups, en fait. Oui. Moi, je vois, alors je prends l'exemple beaucoup de l'Afrique subsaharienne que je connais bien maintenant, où on voit que partout où on passe, et on est dans 9 pays vraiment physiquement, après on opère dans 14 villes, dans certains pays, on est dans plusieurs villes, mais partout où on passe, on voit qu'on essaime des petites graines qui continuent à grandir après notre départ. Par exemple, je parlais des petits comédie clubs qui se créent avec tout d'un coup 3-4 artistes qui se fédèrent, chaque artiste faisant vivre 3-4 personnes, etc., etc. Et par capillarité, ça devient vite énorme. Donc oui, c'est un... Moi, j'aime beaucoup le mot industrie créative et culturelle. On le sait, l'humour est une industrie culturelle comme une autre, mais comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait justement valoriser cette industrie culturelle? J'aime beaucoup ce mot d'industrie créative et culturelle parce qu'il y a le mot culture qui est ma passion et il y a le mot industrie qui démontre quand même que derrière, il y a un retour économique. Moi, je pense qu'il faut investir et l'Afrique est en train de comprendre ça, même s'il y a encore des choses à mettre en place, mais en tout cas, le message semble passer.
euh, d'investir dans les industries créatives et culturelles parce que d'abord, c'est des industries qui permettent de mieux vivre quand même dans la société. Quand plus il y a de culture dans une société, et mieux on vit. Voilà, c'est pas, voilà, c'est une évidence. Ça permet aussi d'amener beaucoup de soft power, donc de démontrer aussi une image positive de son pays, de sa région, différemment. Et puis, ça permet de développer un emploi, de développer un retour économique dans une activité qui est indélocalisable. Donc, voilà, en Europe, on dit que les industries créatives et culturelles, ça représente, dépendamment des pays, à peu près 6-7% du PIB. Oui. Donc, on voit que c'est très important. En France, c'est plus que l'industrie automobile, par exemple, aujourd'hui, les industries créatives et culturelles. Et donc, ça veut dire que c'est très important pour l'emploi, c'est très important aussi pour une certaine qualité d'emploi, parce que c'est sûr que c'est plutôt, disons, on va dire des métiers à valeur ajoutée, et puis c'est indélocalisable. Grégoire Fürer, vous êtes un homme visionnaire. Je vais finir cette interview en vous posant cette dernière question. Selon vous, c'est quoi l'avenir de l'humour ? Moi, vous m'avez ouvert une porte avec l'avant-dernière question. Je crois beaucoup à l'humour multilingue et le multilinguisme. Et on l'a vu en Algérie. C'est la première fois qu'on faisait un spectacle où on mélangeait deux langues, en fait. C'était deux langues sans traduction. On l'a fait déjà à Montréal, mais tout le monde avait une traduction dans la salle. Ici, en Algérie, voilà, on avait 2 tiers des humoristes qui parlaient français et 1 tiers qui parlaient arabe. Et c'était incroyable. C'était vraiment incroyable de voir l'énergie qui a circulé dans la salle, vraiment avec ces 3 passages arabophones qui ont vraiment cartonné. En même temps, il y avait quelques personnes du public qui étaient que francophones, qui parlaient pas l'arabe, comme moi d'ailleurs, puisque malheureusement je parle pas l'arabe. Mais j'ai passé un très bon moment de sentir l'énergie en fait dans la salle. Donc le fait d'entendre des gens hurler de rire à mes côtés, même pour un texte que je ne comprenais pas, cette énergie, elle était communicative. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant. Et moi, je crois beaucoup à l'humour multilingue. Je pense qu'on doit aujourd'hui... pour moi, les frontières, elles sont dans la tête, vraiment. Les frontières, on se met nous-mêmes des frontières. Et par exemple, souvent, moi, on me disait quand j'ai démarré que c'était difficile de faire rire les Français avec un humour suisse, ou c'était difficile de faire rire des Suisses avec un humour français. Moi, je voyais pas la différence entre un humour suisse et un humour français. Franchement, j'ai jamais compris la différence. Aujourd'hui, plus personne ne parle de cette différence. Après, il y a eu la frontière avec le Québec aussi, parce que des fois, les gens disent oui, mais les Québécois, on les comprend moins en Europe. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Il y a l'humour africain subsaharien aujourd'hui qui est encore un peu différent du nôtre. Pour moi, il n'y a plus de différence entre l'Algérie aujourd'hui, entre les humoristes algériens et les Français. Voilà, il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Il y a un humour qu'on trouve drôle, un humour qu'on ne trouve pas drôle. Mais il y a des thèmes qui nous intéressent ou d'autres qui nous intéressent pas. Mais c'est sûr que quand un humoriste français vient parler du métro parisien en Algérie, on va moins rire. Ce qui est logique, les Algériens vont dire ok, on s'en fout de ton métro à Paris. Mais c'est pas un problème de compréhension, c'est juste un problème de qualité du sketch et de contexte. Mais c'est pas un problème de compréhension. Tout le monde comprend ce qu'on veut dire, mais c'est juste que ça ne nous intéresse pas. Donc en fait, je pense que ce qui est important aujourd'hui, et ça c'est très visionnaire, et peut-être que les gens perdent un peu là-dessus, mais pour moi ça c'est très visionnaire, c'est de dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a envie aujourd'hui, et le monde a envie aujourd'hui de sincérité. Et il a envie aujourd'hui d'entendre des vraies histoires et des vraies expériences. On a envie de vivre des expériences. Moi, quand je viens à Alger, j'ai envie de vivre Alger. Et donc, si c'est à un moment donné d'aller manger la gastronomie algérienne, j'ai envie d'aller faire ça, j'ai envie d'aller me balader dans les montagnes, j'ai envie de vivre l'Algérie. Et je pense qu'un Algérien qui viendrait en Suisse, il a envie de manger du fromage, aller dans les montagnes, chocolat, il a envie de vivre la Suisse. À partir du moment où on arrive à ce que les humoristes du monde entier permettent, avec leur culture et leur expérience, de faire vivre leur expérience au reste du monde, je pense que tout le monde va les suivre. Tout le monde va comprendre. Si je fais venir un humoriste, et je l'ai fait, qui vient d'un quartier difficile d'Abidjan à Bobo, et qui vient de parler de sa réalité d'Abidjan à des Suisses qui sont à des années-lumière de vivre ce que lui vit, à partir du moment où il vient avec sincérité, les gens l'écoutent avec intention et l'aiment. Et les gens ont envie ils sont avec lui, parce qu'il parle de lui et il parle de son expérience. Et ça, je crois que c'est valable dans le monde entier. Donc après, si pour comprendre cette expérience,
il faut mettre des oreillettes pour obtenir une traduction, juste pour comprendre ce qu'il raconte, je pense que le monde est prêt à ça aujourd'hui. Le monde a envie de partager des expériences. On n'en peut plus de cette espèce de discours formaté qui arrive même des États-Unis anglophones, où on nous explique une seule manière de penser, une seule manière de rire. Et donc, moi, j'ai envie de donner la parole à des arabophones, à des gens qui parlent lingala ou le swahili ou le wolof au Sénégal, à des Chinois, à des Coréens, évidemment à des Français de France, Gaulois, parce que ça fait partie de ma culture et j'aime cette culture-là, à des Anglais, à des British qui parlent différemment l'anglais que les Américains, à des Australiens, etc. À des Allemands, pourquoi pas. Les Allemands, on dit toujours l'humour est allemand, les Allemands n'ont pas d'humour. Oui, les Allemands ont beaucoup d'humour. Les Russes ont de l'humour, les Turcs ont de l'humour. Et moi, j'ai envie que toute cette grande planète de l'humour, en fait, se connecte, s'interconnecte. Et si le prix à payer pour qu'on comprenne tout le monde, c'est de mettre des oreillettes et d'écouter des traductions, alors oui, faisons-le, parce que ça va rendre la planète plus riche, plus connectée, et plus on vivra, on rira ensemble, et plus on vivra ensemble. Du coup, on se donne rendez-vous en novembre 2024 pour la nouvelle édition du Montreux Comedy Festival, où il y aura pour la première fois une Algérienne qui va représenter le pays. On a hâte. Merci Grégoire Furer d'avoir répondu à ces questions et merci à vous de nous avoir suivis sur Al24 News. Restez branchés.